Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Eman, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Eman, vous êtes un entrepreneur togolais connu pour vos nombreuses initiatives dans la gestion des déchets et la sensibilisation environnementale. Et vous êtes également le coordonnateur de l'ONG Bras Ouverts Luna, dont nous allons avoir l'occasion de parler ensemble aujourd'hui. Eman, je vais vous laisser vous présenter et puis peut-être commencer par nous parler de votre parcours. Comment en êtes-vous venu à travailler dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement de la lutte contre les déchets plastiques? Ok, bonjour, je suis également très ravi de participer à cette émission. C'est un honneur pour nous de pouvoir parler de ce qu'on fait et de notre vision pour une Afrique beaucoup plus durable. Alors, je suis entrepreneur social, je suis le fondateur de l'association Bras Ouverts Luna, le cofondateur parce que je suis pas seul fondateur. Et j'ai un parcours beaucoup plus différent, puisque moi, j'ai une licence en comptabilité contrôle audit. Mais déjà à l'université, j'étais passionné du cinéma. Donc, j'étais réalisateur, je produisais des films. Et j'ai été invité par un ami à l'époque pour suivre une conférence sur les changements climatiques. Et ça m'a un peu touché. Je me suis dit qu'il fallait que je mette mon art au service de l'environnement et j'ai viré en réalisation environnementale. Donc, à l'époque, j'ai commencé par produire uniquement des films sur l'environnement, mais j'avais voulu en fait que mes films touchent un public beaucoup plus jeune, qui était les enfants. Ce qui fait qu'on a dû lancer le projet Robalota aujourd'hui dans les écoles, qui couvre une vingtaine d'écoles au Togo et qui vient de s'implanter également en Guinée-Conakry. Merci. Merci Eman pour cette introduction. Alors justement, ce projet Robaloto, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et de façon plus générale, quelles sont aujourd'hui les principales activités de sensibilisation que votre ONG met en place dans les écoles pour éduquer les élèves sur la gestion des déchets plastiques? Ok, alors Robaloto, déjà en langue mina au Togo, ça signifie le ramasseur de plastique. Et c'est un projet qui se veut de mieux gérer les déchets plastiques en Afrique. Chez nous, les déchets sont beaucoup produits dans les écoles. C'est 800 tonnes de déchets qui sont produits chaque jour, mais ces écoles n'ont pas vraiment de solution pour les gérer. Ce qu'elles font, c'est soit de les incinérer, soit de les déverser dans la nature. C'est un peu pareil. Moi, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique, mais j'ai compris que c'est un peu pareil. Partout, on a le même problème. On ne sait pas trop comment gérer les tonnes de déchets plastiques que nous produisons chaque jour. Alors, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et on s'est d'abord attaqué aux écoles parce que pour nous, l'éducation, c'est à la base. Et s'il faille changer la mentalité des jeunes, il faudrait que ce soit des plus petits. Donc, on s'est d'abord attaqué aux écoles. Et ce qu'on a commencé par faire dans un premier temps, c'est d'installer des clubs environnement. Parce qu'aujourd'hui, les cours d'éducation environnementale, selon nous, doivent être intégrés dans le programme scolaire. L'enfant doit pouvoir grandir en ayant connaissance des défis plastiques, des défis environnementaux, des défis liés au changement climatique, tout ça. Donc, on a commencé par créer des clubs environnement dans toutes les écoles. Et après, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille un peu loin. On a commencé par équiper ces écoles-là de poubelles intelligentes. Alors, nos poubelles sont dotées de capteurs et d'applications qui nous permettent, à part collecter les déchets plastiques, collecter aussi les données sur son utilisation. Notre solution nous permet de savoir, dans un établissement scolaire, quel est le type de déchet qui est le plus produit, quelle est la quantité de déchets qui est produite chaque mois, ou quelle est la fréquence du remplissage de la poubelle. Est-ce que la poubelle sera pleine demain? Est-ce qu'elle sera pleine la semaine prochaine? Donc, ce sont toutes des données qui, une fois analysées aujourd'hui par l'intelligence artificielle, nous permet d'apporter des solutions particulières à chaque établissement.
Si, je donne un petit exemple, si on sait que dans une école, les types de déchets qui sont le plus produits, c'est des sachets d'eau, par exemple, on peut demander aux élèves de venir à l'école avec des gourdes écologiques, par exemple. Donc voilà. Donc ces données-là sont très claires. L'autre partie est transformée en des sacs solaires que nous appelons aujourd'hui des robes à nous, qui sont équipés de films photovoltaïques pour justement permettre aux enfants des villages sans électricité de pouvoir étudier. Et une partie de l'argent issu de la vente des sacs ou des déchets plastiques est reversée aux établissements pour financer leurs activités environnementales. Donc, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'écoles et nous voudrions maintenant aller à un public beaucoup plus large, toucher les ménages, les entreprises, les particuliers. Merci. Merci, Eman. Et est-ce que vous voyez, enfin, ça fait déjà quelques années que vous avez mis en place ces programmes au sein des écoles. Est-ce que les élèves sont impliqués? Est-ce qu'ils participent activement à la gestion des déchets plastiques? Et je dirais même au-delà de l'établissement lui-même. Est-ce que ça a une résonance et un impact dans la communauté grâce à vos initiatives? Oui, tout à fait. Les élèves participent activement déjà parce que le programme, dans un premier temps, est totalement financé dans les écoles par nous. Nous prenons en charge les poubelles sont offertes, les matériels pour la salubrité sont offerts également. Et euh, les écoles, à la base, investissent pour que les déchets soient enlevés. Mais avec nous, notre programme maintenant, non seulement ils ne dépensent plus de l'argent, mais ils gagnent de l'argent parce que, comme j'ai dit, 30% de l'argent issu de la vente des sacs ou des déchets est reversé aux établissements. Donc, le corps enseignant, déjà, nous apporte un grand soutien. Les corps enseignants nous apportent un grand soutien pour le programme dans l'établissement. Et les élèves aussi sont très engagés parce qu'ils savent que pour faire telle activité, il y a un fonds qui est laissé au niveau de l'administration qui nous permet de faire ça. Donc voilà. Donc les clubs environnement également que nous créons, ce sont pas des clubs que nous créons et que nous laissons à eux-mêmes, ce sont des clubs que nous créons, que nous suivons, que nous accompagnons, que nous formons. Donc sur toute l'année, on est tout le temps ensemble et c'est ce club, l'environnement-là, qui est un peu la vitrine entre l'établissement et nous, puisque on ne fait rien sans ce club-là. Quand il faut faire des sensibilisations dans les salles de classe, c'est ce club-là qui s'en charge. Quand il faut faire des tri des déchets, c'est ce club-là qui s'en charge. Donc ce club-là a un très grand rôle qu'il joue au sein du programme. Et c'est ça même la condition sine qua non. Sans club, il n'y a pas d'Europe à l'auto dans un établissement scolaire. Et les élèves, comme ils sont formés sur le tri, sur le recyclage, sur la façon de fabriquer certains objets, ça rejaillit dans leur communauté, dans le sens où les élèves sont les plus créateurs de l'effet papillon. Un enfant, quand il apprend un truc, il en parle toujours autour de lui, il en parle déjà à ses parents, à ses camarades. Donc, ils comprennent un peu comment le système fonctionne dans l'établissement. Ils essaient de repliquer également ça dans leur communauté. Très intéressant. Et est-ce que donc vous voyez des impacts? Est-ce que vous avez, vous disiez que vous agissiez, enfin, est-ce que vous agissez seul? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce qu'il y a un relais aussi, peut-être au niveau, maintenant que les résultats sont prouvés, que vous pouvez montrer qu'il y a il y a vraiment des vrais succès que vous pouvez mesurer avec un impact? Est-ce que, il y a des relais au niveau euh, des, alors du gouvernement peut-être pas, mais en tout cas des instances décisionnaires au sein des communautés? Est-ce que vous avez vu d'autres initiatives similaires émerger autour de vous? Oui, bien évidemment, il y a des résultats qui apparaissent déjà. Au début, quand on avait commencé le Robaloto dans les établissements scolaires, on avait une autorisation qui couvrait uniquement une dizaine d'écoles. Mais aujourd'hui, on a une autorisation qui couvre toutes les écoles publiques du Togo. C'est justement parce que le gouvernement a vu l'impact de nos actions et a compris le bien fondé de notre programme au sein des établissements scolaires. Et justement, aujourd'hui, on a euh, quatre ou cinq partenaires d'autres organisations qui se sont joints à la cause parce que le Togo est bien grand et on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous ont rejoints parce qu'ils ont compris un peu ce qu'on fait, le bien fondé de nos actions et qui sont aujourd'hui avec nous. Donc, on a signé beaucoup de partenariats que je ne peux pas signer, que je ne peux pas citer ici,
On a même gagné beaucoup de prix, justement pour encourager un peu ce que nous faisons et nous inciter à faire plus. Raison même pour laquelle aujourd'hui, il y a Robaloto et au Togo et en Guinée-Conakry également. Et selon vous, c'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés? C'est quoi les principaux challenges que vous rencontrez aujourd'hui sur le terrain pour mener à bien vos missions? Les principaux challenges que nous rencontrons, c'est d'abord la fracture numérique. Nous avons une solution tech, mais qui n'est pas toujours accessible dans toutes les zones au Togo parce qu'il y a certaines zones où il n'y a pas l'électricité, c'est un peu compliqué. Et c'est ça même qui nous a fait penser à sortir notre sac solaire qui permet aux élèves des villages sans électricité de pouvoir étudier. Donc, il y a la fracture numérique qui est très importante, la fracture énergétique, pardon, qui est très importante. Il y a aussi le financement. Des fois, comme le programme, comme je l'ai dit dans un premier temps, est autofinancé, c'est-à-dire les poubelles, les écoles ne les achètent pas. Il faut faire un don. On leur fait des dons de poubelles. Les matériels sont offerts également. Donc, c'est un programme également qui demande de lourds financements. Donc, je vais peut-être un peu parler du défi de financement également. Et Mm. puis, il y a aussi le défi lié au fait que nous avons un programme assez innovant et des fois, c'est un peu compliqué aux écoles de s'adapter à ces nouvelles choses. Donc voilà, pour un établissement qui avait l'habitude de brûler les déchets, et aujourd'hui, on leur dit, écoutez, vous ne devez plus brûler, vous devez commencer par mettre les déchets uniquement dans nos poubelles. C'est pas toujours très facile de pouvoir s'adapter. Donc, mais avec les sensibilisations, l'accompagnement, ça prend. Oui, j'imagine qu'il y a une certaine résistance au changement qui est assez naturelle, hein, contre lequel on peut difficilement lutter. Et donc, j'imagine que vos formations, elles s'adressent aussi aux enseignants et à tout le corps professoral au sein de l'établissement, pas uniquement aux élèves. Tout à fait, tout à fait. Quand nous venons, dans un premier temps, c'est les enseignants que nous formons. En tout cas, pas tous les enseignants, mais il y a quand même un certain nombre d'enseignants qui est activé sur la poubelle parce que c'est pas n'importe qui peut interagir avec nos poubelles intelligentes. Donc, il y a certaines personnes que nous formons pour ça. Et après, maintenant, des fois même, ce sont ces personnes-là qui forment les élèves parce qu'ils comprennent un peu le système, comment ça fonctionne. Donc, c'est tout un écosystème, le corps enseignant, les élèves, nous qui sommes là, et même la communauté autour, parce que nous travaillons également avec les CDQ. Chez nous, ça s'appelle les comités de développement de quartier. Et ce sont ces CDQ-là également qui nous accompagnent des fois pour l'enlèvement des déchets, le stockage, le suivi des activités. D'accord, très intéressant. Et si on prend par exemple un établissement moyen, je ne sais pas la taille d'un établissement moyen au Togo, mais il faut combien de poubelles à peu près? Combien vous installez en moyenne de poubelles dans un établissement? Euh, euh, un établissement public fait entre 3 4 000 élèves. Un grand établissement public fait entre 3 et 4 000 élèves au Togo. Mm. Et en principe, nous leur offrons 3 poubelles. Trois Maintenant, c'est poubelles. vrai que, oui, trois D'accord. poubelles. Mais maintenant, c'est vrai que ça ne suffit pas parce qu'il faudrait en avoir beaucoup plus. Mais avec le système que nous avons mis en place et l'enlèvement des déchets, ça nous permet d'altérer. D'accord. Et quels sont, enfin on a un peu parlé voilà, des projets en cours et les projets à venir, quelles sont vos ambitions pour les mois et années à venir avec ce projet Robaloto et plus globalement votre ONG? Alors, avec les perspectives aujourd'hui, nous avons mis en place une marketplace qui s'appelle Robassime, qui veut dire le marché du plastique. Ce sera une marketplace qui va permettre à des vendeurs de déchets, je veux parler des ménages, des entreprises, pas forcément les écoles, des, des marchés, de pouvoir vendre leurs déchets et de pouvoir aussi permettre aux acteurs de recyclage qui ont besoin de la matière première de qualité de pouvoir s'en procurer facilement. Donc, ce sera un peu comme un Alibaba des déchets plastiques uniquement. Donc, cette marketplace-là sera accessible au grand public dans quelques semaines. Donc, c'est le grand projet sur lequel nous travaillons. Et à part ça, nous comptons également installer Robaloto dans d'autres pays en Afrique également. Des grandes ambitions pour Robaloto. Bah, écoutez, on va suivre avec grand intérêt ce grand projet à venir et on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Moi, j'avais juste une question au Togo.
Quelle est la situation au niveau du recyclage? Enfin, est-ce qu'il y a toute une filière qui est organisée? Est-ce que c'est en cours d'organisation? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, dans les écoles, c'est problématique et c'est justement la raison pour laquelle nous avons lancé Robaloto dans les établissements scolaires. Mais dans les communes, il y a quand même des structures qui viennent enlever les déchets, pas forcément pour recycler, mais il y a aussi des entreprises au Togo qui font dans le recyclage, juste que ce n'est pas accessible au grand public. Comme il n'y en a pas vraiment assez, il y a à peine une dizaine d'entreprises, il n'y en a pas vraiment assez. C'est toujours compliqué aux gens de pouvoir recycler leurs déchets plastiques qu'ils produisent en fait. Donc voilà. Mais avec l'Europe affirmée que nous mettons en place, justement, cette problématique-là va trouver une solution très rapidement. Merci, Eman, très intéressant. Nous arrivons à la fin de notre entretien. J'avais une dernière question. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à d'autres organisations qui souhaitent justement s'engager, s'investir dans des programmes similaires autour de la gestion des déchets plastiques, parce qu'on sait que c'est vraiment un fléau aujourd'hui dans leur propre région? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Des conseils, je dirais d'abord, faudrait que ces organisations-là comprennent les besoins locaux, parce que c'est important d'abord de comprendre ce qu'il y a comme problème. On a tous les mêmes problèmes, mais qui peut-être ne vont pas se résoudre de la même manière. Du coup, il faudrait que ces organisations-là comprennent les besoins locaux. Il faudrait qu'on puisse aussi impliquer les parties prenantes. On a l'habitude de dire ce qui est fait sans moi, pour moi et contre moi. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir impliquer les parties prenantes. Et aussi, aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, ce serait très intéressant d'adopter des approches innovantes, des approches nouvelles, parce qu'il y a beaucoup d'approches qu'on a eues par le passé qui n'ont pas marché. Donc, ce serait très intéressant d'avoir une approche qui soit beaucoup plus holistique, qui permette de prendre en compte tous les aspects de la problématique. Merci, Eman, pour ces conseils et puis pour ce précieux témoignage. Je suis sûre qu'il saura inspirer nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et écoutez, on reste en contact et on suivra avec intérêt le lancement de votre marketplace. Merci beaucoup et c'était un plaisir. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.